Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Alors, bienvenue à ceux qui rejoignent le live. On va parler de droit administratif et donc de l'État unitaire et de l'État fédéral, qui sont des formes d'organisation administrative. Alors, donc là, ce thème s'inscrit dans le cours de droit administratif, dans le sous-thème des grands principes de l'organisation administrative. Donc, cela concerne l'organisation de l'État. Donc, il faut savoir que l'État peut être organisé sous deux grandes formes, à savoir l'État unitaire et l'État fédéral. Donc, nous allons en parler successivement, de manière très concentrée. Donc, ici, sur cette page, je suis Panavik, on parle de droit, donc mon objectif sur la page, c'est de vulgariser le droit, c'est-à-dire de le rendre accessible à tous, parce que je suis consciente que le droit est un domaine qui est très compliqué pour ceux qui n'y sont pas habitués. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui rejoignent le live. Et donc, les langages sont spécifiques et il faut être du milieu pour connaître tous ces fonctionnements. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rendre le droit accessible, compréhensible par tous. Et donc, sur ma page, je fais des vidéos qui reprennent des notions. Je ne fais pas des cours entiers parce que c'est très soporifique. Donc, je reprends des petites notions de droit. J'en fais des petites vidéos pour informer les gens et puis rendre le droit accessible. Et donc, de temps en temps, je fais des lives sur des thèmes que je choisis. Et donc, ces vidéos, ces cours s'adressent aux étudiants en droit, à tous ceux qui préparent des concours administratifs et à tous ceux qui veulent juste enrichir leur culture juridique. Et donc, je parle du droit français, spécialement, particulièrement du droit public, mais après on touche tous les domaines du droit. Donc voilà pour la petite précision pour ceux qui rejoignent le live pour la première fois. Et donc, comme je l'ai annoncé, je parlais de l'État unitaire et de l'État fédéral. Donc il faut savoir que l'État unitaire, c'est la forme d'État la plus répandue et dans l'État unitaire, le pouvoir politique, il est unique. Cela ne signifie pas que son organisation est monolithique. Donc, je vais expliquer ça dans le déroulement de la cour. Et donc, l'État unitaire peut être centralisé, déconcentré ou décentralisé. Si on prend l'exemple de la France, c'est un État unitaire, déconcentré et décentralisé. Donc, je vais développer ça plus tard. Donc, on dit d'un État unitaire qu'il est centralisé lorsque toutes les compétences lui appartiennent sur son territoire. Donc, je répète, on dit d'un État unitaire qu'il est centralisé lorsque toutes les compétences qui sont dévolues à un État lui appartiennent sur son territoire. Donc, un unitaire déconcentré délègue quant à lui un pouvoir de décision à des agents locaux qui sont nommés par le pouvoir central tout en exerçant un pouvoir hiérarchique sur ces derniers. Donc je m'explique. Je suis en train de définir l'État unitaire déconcentré. Donc on a dit
à l'instant que l'État unitaire centralisé concentre tous les pouvoirs sur son territoire. Ensuite, on arrive à l'État unitaire déconcentré qui délègue un pouvoir de décision à des agents, donc qui sont nommés localement, mais l'État unitaire conserve un pouvoir hiérarchique sur ces derniers, c'est-à-dire que les agents locaux à qui l'État délègue des pouvoirs restent subordonnés à l'État. Et donc, les agents, ils ne sont pas indépendants ici, donc ils sont subordonnés au pouvoir central. Donc le pouvoir central, il est représenté par les préfets, les recteurs, etc. Donc les recteurs dans les académies pour tout ce qui concerne l'éducation, par exemple. Et donc depuis 2015, la nouvelle charte de la déconcentration a introduit le principe de modularité. Donc, selon ce principe, en fait, on autorise des organisations différentes selon les territoires dans le but, je cite, de rendre l'État plus efficace dans la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, au sein d'un État unitaire déconcentré, même si une partie du pouvoir de décision est déléguée aux agents locaux, représentés par exemple par les préfets et par les recteurs, ces agents-là restent subordonnés au pouvoir local et au pouvoir central, pardon. Et donc l'État permet à ces agents locaux de moduler les règles d'organisation publique pour s'adapter aux circonstances locales. Cependant, l'État conserve quand même son pouvoir hiérarchique et de contrôle sur ses agents. Ensuite, la déconcentration territoriale, c'est-à-dire un État déconcentré. Donc, c'est cette forme-là. Donc, dans la déconcentration territoriale, il y a un transfert de compétences de nature administrative, donc qui s'effectue du pouvoir central vers les collectivités territoriales. Donc, dans un État unitaire déconcentré, le pouvoir administratif est transféré aux collectivités territoriales. Et ces collectivités sont dirigées par des instances qui sont élues par les citoyens concernés. Et donc, on dit que ces collectivités territoriales ne disposent que de compétences d'attribution. Donc, lorsque vous entendez parler de compétences d'attribution, cela signifie simplement que l'État a transféré un pouvoir administratif aux collectivités. Et donc, dans ce cas de figure, l'État conserve vraiment un important pouvoir de contrôle sur les actes administratifs de ces collectivités. Il y a certes un transfert de pouvoir, mais un transfert minimal, donc de pouvoir administratif, et ce qui permet à ces collectivités territoriales de fonctionner tout en restant vraiment soumis au contrôle du pouvoir central. Enfin, on a la régionalisation, donc un État unitaire régional. C'est un État ou une forme d'organisation étatique qu'on peut qualifier de décentralisation accentuée. Donc, dans ce cas de figure, l'État délègue des compétences d'attribution aux régions, mais conserve des compétences de principe. C'est-à-dire, l'État permet donc à ces régions, par exemple, d'avoir des pouvoirs, donc des pouvoirs administratifs. Et là, les pouvoirs principaux restent de la compétence de l'État. Par exemple, les constitutions de l'Italie et de l'Espagne sont deux illustrations de la régionalisation. En Espagne, on a des régions qui peuvent être autonomes, mais qui ne disposent que des compétences d'attribution, que de pouvoirs administratifs. Mais toutes les grandes décisions de principe, relèvent de la compétence de l'État central. Donc, voilà ce qu'on peut déjà expliquer en ce qui concerne l'État unitaire. Donc, je vais faire un petit récapitulatif. On est en train de parler des grands principes de l'organisation administrative et là, on a parlé de l'État unitaire. Donc, l'État unitaire qui peut être un État centralisé, donc dans ce cas-là, les compétences
appartiennent à l'État sur son territoire. Ensuite, l'État unitaire peut être déconcentré. Dans ce cas, il délègue une partie du pouvoir de décision à des agents locaux, donc en France, qui sont représentés par exemple par les préfets de région, ou à Paris par le préfet de région, voilà, par les préfets dans les départements, ou alors par l'État est représenté par les recteurs d'académie. Et donc, il y a quand même une marge de manœuvre qui est concédée à ces représentants de l'État. Donc, cette marge, c'est la modularité. Donc, cela leur permet d'adapter le pouvoir politique en fonction des circonstances locales. Ensuite, on a l'État unitaire déconcentré. Donc là, l'État transfère une partie de ses compétences administratives aux collectivités territoriales, et les collectivités territoriales sont des instances qui sont dirigées par des élus locaux. Dans les collectivités territoriales, il y a les communes. Les communes, par exemple, la mairie. Le maire d'une commune est élu par les habitants. Et donc, le maire dispose d'un pouvoir, d'un transfert de compétences, de pouvoir administratif, qui peut, par exemple, prendre un arrêté de circulation dans sa commune. Ça, c'est une partie du pouvoir de l'État qui lui a été délégué, tout en sachant que quand même l'État conserve un pouvoir de contrôle sur toutes les décisions, sur tous les actes administratifs de ces collectivités. Donc, dans notre exemple, l'arrêté régulant la circulation dans une commune doit être transmis au préfet pour validation. Donc, même si le maire est chef de la commune, il reste quand même soumis au pouvoir central qui est représenté dans les départements par le préfet, dans les régions même plutôt, je dirais. Et ensuite, on a parlé de l'État unitaire régionalisé. Donc, c'est une forme de décentralisation qui est accentuée. Et donc là, pour le coup, l'État délègue aussi des compétences d'attribution tout en conservant les compétences de principe. Voilà ce qu'on peut dire pour l'État unitaire, c'est-à-dire un État qui, dans son organisation, est unique. Ensuite, son corollaire, son pendant, c'est l'État fédéral. Donc, on parle d'un État fédéral lorsque cet État-là a des entités politiques qui peuvent revendiquer le statut d'État. C'est-à-dire que c'est un ensemble global constitué de petits groupes qui sont aussi des États, mais des États à un niveau moins élevé que l'État central. Et donc, c'est le cas, par exemple, des États-Unis, de la Fédération de Russie, etc. Et donc, dans ce système d'organisation, les petites entités qui sont appelées États fédéraux travaillent de concert avec l'État fédéral. Et donc, l'État fédéral est caractérisé par deux grands principes. Donc, le principe d'autonomie et le principe de participation. Alors, qu'est-ce que c'est que le principe d'autonomie que l'on retrouve dans les États fédérés? Il faut savoir que dans ce type d'organisation, chacun des États fédérés dispose de sa propre constitution. Il adopte ses propres lois et procède à la désignation de ses gouvernements. Et il faut savoir que chacun des États fédérés est doté d'un appareil judiciaire propre. C'est-à-dire que c'est un mini-État dans l'État. Donc, l'État fédéré dispose de sa propre constitution, il adopte ses propres lois, il procède à la désignation de ses gouvernants et il se dote d'un appareil judiciaire propre. Cependant, la Constitution fédérale dresse la liste limitative de la compétence des organes fédéraux. Dans la plupart des cas, il s'agit des affaires étrangères, de la défense et de la monnaie. Donc, je m'explique.
dans un État fédéral, il y a les petites entités qu'on appelle les États fédérés, qui ont leur propre constitution, leur propre système judiciaire, leur propre mode de désignation des gouvernements et leurs propres lois. Mais ces États fédérés font tout ça dans une forme de délégation limitative, par exemple, de pouvoir conféré par la Constitution fédérale. Et donc, ces compétences-là concernent généralement les affaires étrangères, la défense et la monnaie. Et toutes les autres compétences, toutes les autres matières dans tous les autres domaines relèvent de la compétence des États fédérés. Donc, organes fédéraux, États fédérés. Tout ça dans l'organisation de l'État fédéral. Et donc, toutes les lois qui sont prises dans les États fédérés doivent être conformes à la constitution de l'État fédéral. Donc, il y a une seule juridiction. Par exemple, aux États-Unis, on a la Cour suprême. C'est la seule juridiction donc qui fait office d'arbitre lorsque des conflits de compétences surviennent entre la fédération qui est l'ensemble, le groupe de ces petites entités et les États fédérés. C'est le cas, par exemple, lorsque les différents États prennent des décisions de justice et ces décisions doivent être conformes à la Constitution fédérale et donc c'est jugé devant l'État, devant la Cour suprême, par exemple aux États-Unis. On a vu dans l'actualité récemment des décisions de recours à l'IVG donc qui sont révoquées et donc le droit à l'IVG qui est par exemple aboli dans certains États et il y a des recours qui sont effectués devant la Cour suprême, donc qui est l'organe suprême au-dessus, la seule juridiction capable justement d'intervenir, qui est capable de faire office d'arbitre, donc de décider si l'État fédéral a raison ou non. Et donc, par exemple, en Allemagne, c'est le tribunal constitutionnel qui a cette fonction, qui exerce cette fonction, c'est la seule juridiction qui intervient lorsqu'il y a des conflits de compétences entre la fédération et par exemple en Allemagne les Länder, aux États-Unis on appelle ça les États. C'est le cas par exemple lorsqu'il y a un procès pénal et que par exemple un crime est commis dans un État et que l'auteur présumé de ces crimes s'est réfugié dans un autre État. Pour qu'il revienne et soit jugé sur le lieu du crime, il faut que l'État concerné émette un mandat d'extradition. On est aux États-Unis, c'est un seul pays composé de différents États. Mais pour qu'un individu qui a commis un crime dans un État soit jugé dans cet État-là, alors qu'il se trouve présentement dans un autre État, il faut un mandat d'arrêt. Donc, un mandat d'arrêt et puis une décision d'extradition. Normalement, l'extradition, c'est une coopération en matière de justice internationale. C'est un État étranger qui demande à un autre État de faire revenir un individu pour qu'il se soumette à la justice. Mais aux États-Unis, c'est un pays, mais ce sont différents États. Et donc, ces États-là coopèrent en matière de justice. Et pourtant, on est bien dans un seul État. Donc, c'est ça le principe d'autonomie des États fédérés. Ils ont leur constitution, ils ont leurs tribunaux, leurs gouvernants, mais ils restent soumis à la juridiction suprême qui est la Cour suprême aux États-Unis ou le tribunal constitutionnel en Allemagne. Maintenant, parlons du principe de participation donc des États fédérés à l'État fédéral. Alors, il faut savoir que les États fédérés sont représentés dans les États fédéraux par des représentants. Et donc, ces représentants siègent dans une assemblée particulière. Et donc, c'est ce qui explique que les États fédéraux disposent toujours d'un parlement bicaméral. Donc, dans ces parlements bicaméraux, il y a une chambre représentant les États fédérés
et une chambre représentant les citoyens. Et donc ici, quand on parle de chambre, on parle d'assemblée. Donc, dans tous les États fédéraux, donc dans ce système où il y a un État fédéral et des États fédérés, il y a toujours un parlement bicaméral. Une chambre qui représente les États fédérés et une chambre qui représente les citoyens. Donc, dans notre cas, on peut encore citer le cas, on peut citer les États-Unis. Donc, aux États-Unis, il y a 50 États fédérés et donc, les 50 États fédérés ont un nombre égal de représentants au Sénat américain. Donc, chaque État a 2 sénateurs. Donc, il y a 2 sénateurs par État aux États-Unis. Donc, en tout, on a 100 sénateurs au Sénat américain, au Congrès. En Allemagne, en revanche, la représentante des 16 Länder, en fait, au Bundesrat, qui est l'équivalent du Conseil, enfin le Conseil fédéral en Allemagne, la représentation des Länder se fait en fonction du poids démographique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'importance de leur population respective, le nombre des représentants au Conseil fédéral varie. Donc, si c'est un petit, normalement on dit un petit land, il y a un nombre restreint de représentants. Si c'est un grand land, normalement, il y a un nombre conséquent. Donc, la représentation se fait en fonction de la population. Et donc, on voit bien que même si il y a un principe de participation, il y a des règles qui diffèrent selon les États, selon la forme, selon le niveau de délégation de pouvoir, etc. Donc, aux États-Unis, il y a 50 États, peu importe que ce soit un État quasiment désertique, donc pas peuplé du tout, ou un État bien grand en termes de population démographique, le nombre de sénateurs est le même, 2 sénateurs par État, point. En Allemagne, par exemple, c'est en fonction des populations. Donc, on peut dire que, par exemple, si dans une ville, les Länder, une petite ville a un petit nombre de représentants, une grande ville a un grand nombre de représentants. Donc, bonjour, bienvenue à tous ceux qui rejoignent le live. Comme indiqué, dans le thème, on parle d'État unitaire et d'État fédéral. Donc là, on parle des grandes organisations, des grands principes d'organisation administrative. Donc, on a déjà parlé de l'État unitaire, donc qui est la forme la plus répandue d'organisation politique étatique. Et là, on vient de finir sur l'État fédéral, donc qui est constitué d'un État et de plusieurs entités que l'on peut qualifier aussi d'États, mais des États fédérés. Et on a cité en exemple les États-Unis avec leurs 50 États et l'Allemagne avec ses 16 Länder. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur l'organisation étatique. Donc, j'ai été ravie de faire ce petit cours et je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres cours sur le droit. Donc, sur la page, on accède à des cours de droit, à des notions, à des définitions, pour sa culture juridique, pour se préparer à des concours administratifs ou pour des étudiants en droit pour les aider à apprendre leurs cours, à faire leurs fiches, etc. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées figurent sur la page où vous avez un onglet où vous cliquez, vous m'écrivez et je me ferai un plaisir avec mon équipe de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon votre situation géographique. À bientôt. Bye bye.